Depuis plusieurs années maintenant, la plupart des mystères d'internet sont partagés sur un site que vous connaissez très bien, Reddit. Sur ce site, n'importe qui peut partager ce qu'il veut, mais nous ce sont les mystères qui vont nous intéresser. Alors bien sûr qu'on peut tomber sur des fakes, des ARG, etc. Mais les témoignages ou les histoires vraies sont bien plus nombreux que ce que l'on pense. Et lorsqu'on décide de s'intéresser de près à certains posts, on peut régulièrement tomber sur des choses assez terrifiantes. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, je vous préviens, cette histoire est assez troublante. Je sais que ça paraît assez bateau de dire ça, mais vous allez très vite comprendre. Tout commence avec un post de l'utilisateur Liz Gillies sur le subreddit Glitch in the Matrix. Sur ce subreddit, les gens partagent leurs témoignages sur des événements bizarres qu'ils auraient vécus, des sortes d'anomalies de la réalité ou autrement dit des glitches dans la matrice. En 2022, l'utilisateur poste ce qui sera son dernier thread sur Reddit. Je deviens fou, putain. Dans son post, il raconte un événement ultra étrange, voire paranormal qui lui est arrivé. Il vit dans un petit appartement avec 2 colocataires et dans cet appartement, il y a 3 chambres. 2 d'un côté du couloir et une autre de l'autre côté. Mais la pièce qui va le plus nous intéresser, c'est un placard au fond du couloir. Lui et les colocataires avaient pour habitude de ranger toutes leurs affaires dedans. C'était un peu leur bazar. Et détail assez important, c'est que dans ce placard, il y avait des vêtements, des cadeaux, des souvenirs, bref des trucs de valeur, des trucs qu'on n'oublie pas. Un jour, l'utilisateur part voir ses parents pendant 2 jours. À son retour, ce qu'il va découvrir sera l'une des choses les plus terrifiantes et les plus tristes de toute sa vie. Aujourd'hui, je suis rentré de chez mes parents et je suis revenu pour ranger des vêtements dans ce placard. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai vu une salle de bain. Une salle de bain avec des toilettes, une douche et tout le reste. Il essaie donc de trouver des explications rationnelles, mais impossible parce qu'il était parti seulement 2 jours et qu'il était locataire, donc impossible d'installer une salle de bain en si peu de temps. L'auteur décide donc d'en parler avec ses 2 colocataires, puisqu'il vivait avec eux et qu'ils ont tous connu ce fameux placard où ils rangeaient leurs affaires. Mais les 2 confirment qu'il y a toujours eu une salle de bain et que le soi-disant placard n'a jamais existé. Et en ce qui concerne les affaires du coup, les souvenirs, les cadeaux, etc., tout ce qui était rangé dans ce placard a disparu. Je ne retrouve plus aucun des trucs qui étaient dans ce placard. Même si j'avais un tas de souvenirs inoubliables dans ce putain de placard. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et quand nous, lecteurs, on lit ce témoignage, on ressent son inquiétude à travers le post. Il se sent incompris, seul face à un événement aussi bizarre, sans pouvoir faire grand chose à part clamer qu'il n'est pas fou. La situation l'a profondément marqué. Il ne se sentait pas bien et envisageait d'aller en parler à un psychologue. Mais avant ça, il voulait partager son histoire sur Reddit pour peut-être avoir des réponses intéressantes et qui l'aideraient. Sur le thread, des gens vont lui conseiller de vérifier si ses affaires n'ont pas été déplacées chez ses parents ou ailleurs. Il lui conseille de faire une liste de ce qu'il manque et d'éviter de parler de cette affaire à son entourage. Mais surtout, il doit essayer de se calmer et de ne pas paniquer. Il répond en disant qu'il appellera ses parents dès le lendemain pour leur demander. On lui conseille aussi de vérifier d'anciennes photos de l'appartement pour s'assurer qu'il y a bien toujours eu un placard. Certains lui conseillent de se procurer un détecteur de monoxyde de carbone pour voir s'il n'a pas eu d'hallucinations. Et d'autres le rassurent en partageant des histoires similaires. Bref, il y a encore plein d'autres commentaires qui tentent de l'aider et de trouver des solutions. Alors que certains l'enfoncent encore plus dans sa paranoïa. Mec, t'es mort pendant ton voyage. Après, je pense pas que tu sois fou. À mon avis, t'as switché de réalité ou de timeline. Mais finalement, c'est Liz lui-même qui apporte la réponse à ce mystère. J'ai une tumeur au cerveau. Plusieurs jours après le post initial, l'auteur ajoute une mise à jour à son post pour prévenir la communauté qu'il est atteint d'une tumeur cérébrale. Et je pense parler au nom de tous en disant qu'au fond, on espérait que la réponse à ce mystère soit un événement paranormal ou autre chose. Parce que le post est tellement triste en fin de compte, la façon dont il annonce la nouvelle, le fait que la communauté se soit attachée à lui en essayant de l'aider, même les moments où on voit qu'il donne des réponses assez floues, qu'il ne sait plus trop ce qui se trouvait dans ce placard, alors que l'existence de ces éléments pouvait être la preuve ultime que ce placard avait bel et bien existé. Donc pour comprendre ce qui lui est arrivé, faut se renseigner sur les symptômes d'une tumeur cérébrale. Les hallucinations sont un symptôme connu, mais pas le plus fréquent, et ça dépend de l'endroit où se situe la tumeur.
Par exemple, si elle se situe sur les côtés du cerveau, donc dans les lobes temporaux, ça peut provoquer des profonds troubles de la perception et de la mémoire, comme l'impression intense de déjà vu ou même de jamais vu. C'est-à-dire lorsqu'un lieu familier nous semble totalement étranger. Ça peut également provoquer des faux souvenirs très construits, comme le fait d'être persuadé qu'une pièce était un placard, alors qu'elle a toujours été une salle de bain. Et du coup, qu'est-ce que l'auteur du post est devenu après ? On sait pas. Il n'a plus rien posté sur son compte à partir du 15 octobre 2022, soit la date de l'annonce de sa tumeur. Officiellement, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais on peut logiquement arriver à la triste conclusion qu'il serait mort. Le taux de survie moyen pour certains types de tumeurs cérébrales agressives chez l'adulte n'est que de 14 mois, donc c'est fort probable qu'il n'ait malheureusement pas survécu. Laissant derrière lui un dernier post troublant, témoignant des ravages de la maladie sur son esprit. En octobre 2025, un utilisateur nommé Pablo se rend dans une salle d'arcade. En allumant une borne de jeu rétro, il tombe soudainement sur une alerte d'enlèvement. On y voit deux enfants, Allen Merriman et Stephen Philip Curtis, tous les deux disparus au début des années 80, soit environ 45 ans plus tôt. Mais en faisant plusieurs recherches, on trouve que plusieurs personnes ont également vu ces mêmes affiches sur leur propre borne de jeu, à différents endroits du pays. Mais alors, pourquoi leurs photos apparaissent sur des bornes d'arcade des années après ? Et surtout, que sont-ils devenus ? Alors, pour essayer de comprendre, il faut analyser les différentes photos qui ont été prises. On remarque assez facilement un logo, Santé. Santé Technologies était une société de jeux d'arcade des années 80 fondée par d'anciens employés d'Atari, une autre entreprise pionnière dans l'industrie du jeu vidéo, notamment connue pour Pong et Asteroid. Le but principal de Santé était de créer une borne d'arcade universelle, le SAC One, pour Santé Arcade Computer One. Ce sont celles qu'on voit sur toutes les photos. À l'époque, quand un jeu ne marchait plus, les gérants de salles de jeu devaient racheter une machine entière pour 3000 $, ce qui coûtait très cher. Mais avec le système que proposait Santé, ils n'achetaient le meuble de la borne qu'une seule fois. Ensuite, pour changer de jeu, il leur suffisait de remplacer une simple cartouche ou une puce électronique à l'intérieur de la machine, les ROM, ce qui était beaucoup moins cher. C'est exactement le même principe qu'avec les consoles d'aujourd'hui, mais pour les salles d'arcade. Mais bref, c'est là que ça devient intéressant. C'est dans ce contexte que l'association Vocal et la maison mère de Santé, le géant Bally, décident de collaborer autour d'un projet appelé Missing Children. Au lieu de coller des simples affiches sur les bornes d'arcade, autant utiliser directement les écrans des machines pour y afficher les avis de disparition. Ils estimaient que si ces enfants étaient cachés quelque part, ils finiraient par aller jouer aux jeux vidéo. Diffuser leurs avis de recherche sur ces écrans maximiserait donc les chances qu'un autre jeune les reconnaisse. Et c'est comme ça que Santé a programmé le visage de Steven et Allen sur une puce dédiée au mode veille de leur jeu, Santé's Mini Golf. Par ailleurs, un membre d'un forum spécialisé dans les jeux d'arcade va apporter plusieurs informations permettant de mieux comprendre ce qui s'est passé avec ces bornes. CoinHopper. En analysant les versions émulées des jeux, CoinHopper a pu fouiller dans les codes informatiques et découvrir que 6 enfants au total étaient répertoriés, soit 4 de plus que les 2 garçons qu'on connaît déjà. Dans la première version du jeu Santé's Mini Golf, on y trouve 2 filles, April Rose Yates et Melinda Marie Smith. Et dans la seconde version du jeu, ce sont Taj Allen Merriman et Stephen Philip Curtis qui apparaissent. Mais il y a encore 2 autres jeux que l'on n'a pas encore mentionnés, Stompin' et Gimme a Break. Dans le code du jeu Stompin', il y a les photos de 2 autres garçons, Daniel Godfrey Owens et Charles Brandon Morris. Concernant Gimme a Break, la base de données mentionne bien des avis de recherche, mais CoinHopper n'a trouvé aucune photo dans les fichiers. Il apporte ensuite d'autres détails importants. Dans la première version du jeu de mini-golf, les paramètres de configuration intégrés dans le menu de la borne contenaient des options très spécifiques, telles que Display Kids, Kid on Left Located et Kid on Right Located. On comprend donc que les gérants de salles d'arcade pouvaient manuellement indiquer qu'un enfant avait été retrouvé, ce qui arrêtait la diffusion de la photo. Mais alors pourquoi les photos de Allen et Steven sont-elles restées affichées pendant plusieurs années, sans qu'elles ne soient désactivées ? La réponse, c'est encore CoinHopper qui va nous la donner.
Il explique que cette option permettant de marquer un enfant comme retrouvé a tout simplement disparu du code dans la deuxième version du jeu, dans la version avec Steven et Allen. Il n'y a donc aucun moyen pour les gérants de désactiver l'affichage de ces photos. Dans son dernier message, CoinHopper partage les réponses qu'il a obtenues par email de la part d'anciens membres de l'équipe de santé au sujet de ces photos. Howard Delman lui a répondu qu'il n'avait aucun souvenir de cette histoire. Roger Hector, lui, s'est rappelé que c'était une idée venue de l'extérieur de leur groupe de développement, ajoutée à la toute fin de la création du jeu. Lee Actor et Ed Rodberg lui ont expliqué que l'ordre venait de la direction de leur maison mère, Bally, qui s'était engagée à coopérer avec le FBI pour diffuser ces affiches. C'est ce qu'on a vu un peu plus tôt avec le projet Missing Children et l'association Vocal. Et enfin, Dennis Coble, le programmeur, a donné des détails techniques sur la façon dont il a intégré l'écran fixe dans le code, supposant lui aussi que le FBI avait fourni les photos directement à leur maison mère. Et du coup, maintenant qu'on sait ça, le plus intéressant c'est de savoir que deviennent ces enfants. Pour Taj Allen Merriman, c'est un utilisateur du forum d'Atari Age qui partagera des informations sur lui. On a facilement retrouvé ce qui était arrivé à Taj Allen Merriman. Visiblement, c'était un enlèvement familial et le petit a été retrouvé sain et sauf vers le 12 juillet 1985 en Géorgie. C'est ce jour-là que la mère a été arrêtée pour le kidnapping, d'après le journal Beaver County Times. Il a grandi normalement, est retourné vivre en Pennsylvanie et est aujourd'hui un adulte d'une quarantaine d'années. Toujours sur ce même forum, une enquête menée par un internaute va permettre de retrouver des informations sur le deuxième enfant, Stephen Philip Curtis. J'ai toujours kiffé essayer de retrouver la trace des gens. Pas pour les traquer ou un truc du genre, c'est juste que j'aime bien le défi. Ceci étant dit, je peux vous dire que je suis quasi sûr, pas à 100% mais presque, d'avoir retrouvé Monsieur Curtis. Il est vivant, il va bien, et il habite juste à côté de la ville où on l'a vu pour la dernière fois au milieu des années 80. L'âge correspond à 100%, par contre, j'ai pas pu vérifier sa date de naissance exacte pour valider le truc à coup sûr. Ces informations seront confirmées par un autre utilisateur sur Reddit qui va carrément envoyer le compte LinkedIn de Steven. L'enfant à droite est bel et bien vivant, voici son LinkedIn. Bien qu'il n'y ait jamais eu de communiqué officiel des autorités, les correspondances d'âge et de lieu confirment qu'il est aujourd'hui sain et sauf. Et concernant les 4 autres enfants, Charles Brandon Morris. Un utilisateur a bien retrouvé la trace d'un homme portant exactement ce nom sur les registres publics, né en juillet 1980, qui réside actuellement en Arizona. Son historique d'adresse indique qu'il a vécu dans le Kentucky, mais surtout à White House, dans le Tennessee, la ville exacte où l'enfant avait disparu. Cependant, en raison de plusieurs dates de résidence qui se chevauchent dans les fichiers, rien n'est totalement sûr. Il est impossible d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien de l'enfant de la borne d'arcade, même si plusieurs données importantes concordent. April Rose Yates. Alors pour elle, c'est assez spécial. Il y a une vidéo sur YouTube montrant qu'il existe une version du jeu où elle est indiquée comme retrouvée. De plus, sur Reddit, des internautes ont réussi à mettre la main sur un annuaire de 1997 du lycée Crawford, qui répertorie plusieurs photos d'une certaine April Rose Yates. Cet annuaire de fin d'année avait la particularité d'avoir des photos de ses élèves lorsqu'ils étaient bébés. Et lorsqu'on compare le cliché de l'annuaire avec l'avis de recherche de la borne d'arcade, la ressemblance est frappante, ça nous permet donc de confirmer son identité et de s'assurer qu'elle était saine et sauve au moment de sa scolarité. Melinda Mary Smith. Pour être honnête, on a très peu d'informations sur elle. Mais puisqu'elle était aussi marquée comme retrouvée dans la vidéo, on peut légitimement penser qu'elle est saine et sauve et qu'elle a fait sa vie depuis. Je suppose que le seul mystère qui reste est de retrouver Melinda Mary Smith. Mais je pense qu'on peut maintenant clore cette affaire. Daniel Godfrey Owens. Toujours en fouillant les registres de données publiques, le même utilisateur qui avait trouvé des informations sur Charles a repéré un homme dont le nom, l'âge et le mois de naissance correspondent. Il serait né en juin 1980. Bien que l'enfant ait initialement disparu dans l'état de l'Oregon, l'historique de cet homonyme montre qu'il a vécu en Californie et à Las Vegas, avant de s'installer aujourd'hui au Texas. Après, ça reste des enquêtes réalisées par des internautes sur Reddit. Elles sont plutôt bien faites, mais rien d'officiel, donc ça reste à prendre avec des pincettes. Ok, l'histoire précédente était assez longue. Celle-ci, je vous promets, elle sera un peu plus courte.
Il y a quelques mois, une utilisatrice poste une photo mystérieuse avec comme titre « Mon frère a pris une photo d'un fantôme ». Cette photo est la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. Mon frère était à l'université à Boston, seul chez lui, et a ressenti une présence venant de la chambre de ses colocataires. Il s'est retourné pour regarder et a vu l'ombre d'une personne. Il a rapidement pris cette photo, mais quand il l'a regardée à nouveau, elle avait disparu. Sur la photo, on peut apercevoir une silhouette au fond du couloir, comme si une personne se cachait derrière la porte et regardait vers la caméra. Sous le post Reddit, la plupart des gens vont prendre au sérieux l'histoire. Ils vont jouer avec le contraste et la luminosité pour essayer de mieux voir cette fameuse ombre et réussissent à apercevoir un visage. Alors, avant de s'aventurer sur le terrain du paranormal, essayons de trouver une explication un peu plus rationnelle. Et pour ce genre de phénomène, quand on a l'impression d'apercevoir une silhouette chez soi, il y a souvent une explication psychologique derrière ça. C'est ce qu'on appelle la pareidolie. C'est un réflexe de notre cerveau qui cherche constamment à structurer ce qu'il voit et à trouver des formes familières, notamment des visages, dans des objets du quotidien, comme une ombre, une tache sur un mur, des vêtements sur une chaise ou un porte-manteau, etc. Bref, il y a encore plein d'exemples et je suis sûr que vous l'avez déjà vécu. Mais ici, le problème, ou en tout cas ce qui vient démentir cette hypothèse, c'est que lorsque le frère de l'autrice est parti vérifier cette pièce, ce placard, il n'y avait rien. Rien qui pouvait ressembler à cette silhouette, et surtout qu'elle était assez grande. Pas de porte-manteau, pas de tache, rien. Donc à partir de là, plusieurs théories apparaissent. Certains pensent que le frère n'est pas seul chez lui, et d'autres n'y croient pas. Beaucoup de personnes n'y croient pas. Ils pensent que c'est un énième montage sur un forum paranormal, et l'autrice va tenter de démentir ces accusations en montrant une vidéo. Enfin, un live photo. C'est cette courte séquence que l'iPhone enregistre avant qu'on prenne une photo. Et du coup, ça donne ça. Je sais pas pourquoi autant de gens pensent que c'est fake, genre j'ai rien de mieux à faire de ma vie. Sauf qu'une personne va mener sa petite enquête et apporter une réponse assez folle. Je suis photographe professionnel. Cette image a été assombrie après coup. On peut le dire par la saturation des couleurs du canapé. C'est une fille qui se tient sur une boîte ou une chaise. Elle dépasse sa tête par la porte pour ne pas montrer la hauteur de ses épaules et cacher le fait qu'elle se tient sur une boîte ou sur une chaise, probablement parce qu'elle se penche en avant. Elle regarde vers la droite de l'appareil photo. J'ai regardé l'historique des publications de l'autrice du post et la fille sur la photo ressemble à l'autrice elle-même. Ok, donc d'après lui, ce serait cette fille sur la photo qui se tiendrait en réalité debout sur une chaise. Alors, si vous voulez mon avis, je pense que sa théorie est assez crédible en vrai. En ce qui concerne la ressemblance entre les deux personnes, c'est assez compliqué à dire, étant donné que la photo du fantôme est de mauvaise qualité. Mais si on regarde bien en vrai, on peut trouver une petite ressemblance. Vraiment une petite, surtout au niveau du nez. En revanche, ce que je trouve assez bizarre en partant du principe que c'est un fake, c'est qu'elle ait décidé de faire cette mise en scène, sachant qu'elle avait plusieurs photos d'elle sur son compte Reddit. Alors oui, ces photos datent de plusieurs années, mais si elle n'avait publié qu'une seule photo d'elle sur son compte, alors pourquoi pas, on pourrait se dire que c'est une petite erreur d'inattention, sauf que là, il y en a 3 sur son compte. Après bien sûr, tout ça c'est seulement si on part du principe que la photo est fake. Parce que de son côté, l'autrice nie fermement ses accusations et continue d'affirmer que tout ça est réel. Mec, c'est clair que c'est relou. Mais bon, tranquille, je sais que c'est réel. Je peux pas convaincre des inconnus sur internet et en vrai, je m'en fous. Lol. Bref, on n'aura pas plus de réponses sur cette histoire. L'autrice du thread va passer à autre chose et continuer d'utiliser Reddit comme elle avait l'habitude de le faire, laissant derrière ce post mystérieux sans qu'on sache réellement s'il s'agissait d'un fake ou d'une vraie photo.